Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale de l'ADTEM consacrée à la transformation digitale et à la nécessaire coopération entre les métiers pour y arriver. Sujet qui est sur la table de beaucoup d'entreprises. Et on l'a vu avec le succès de cette matinale. Je suis Catherine Réjus, je suis la déléguée générale de l'ADTEM. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ADTEM, en deux mots, l'ADTEM, c'est le plus grand réseau de marketeurs en France. Tout métier, tout secteur, B2B, B2C. Une de nos particularités, c'est que nous avons des annonceurs, 65% d'annonceurs à peu près, mais aussi des prestataires, des instituts d'études, des écoles, des universités. Nous avons un écosystème de 8000 personnes qui consomment l'ADTEM et plus de 1000 membres dans tous les métiers du marketing. Donc notre métier, notre mission, c'est d'apporter à cet écosystème marketing au sens large du contenu, des occasions d'échanger, de réfléchir, de la veille, des points réguliers et du partage. Ce que nous faisions évidemment beaucoup en physique et ce que nous faisons maintenant en digital. Nous avons bien transformé notre offre. Et ça, c'est dans le programme des nouveaux présidents. Nous avons pour mission de servir de boussole aux marketeurs et également de favoriser l'interaction du marketing avec les autres métiers de l'entreprise. C'est pourquoi quand Devoteam, Management Consulting et Apptio nous ont proposé un sujet sur la transformation digitale en coopération avec les autres métiers, nous avons tout de suite pensé à associer deux grandes associations amies qui sont le SIGREF, donc les DSI, et la DFCG avec les DAF, pour voir comment ces métiers peuvent s'entendre pour réussir la transformation digitale de l'entreprise. Voilà, je vais maintenant laisser Eric Ox, CEO de Digital CMO et animateur de cette matinale, lancer le sujet et présenter les intervenants. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinale et vous remercie d'être si nombreux. À bientôt. Bonjour tout le monde, merci Catherine. Donc je vais avoir effectivement le plaisir d'animer ce thème. CMO, DSI, DAF, vous devez vous entendre. Alors le devoir étant effectivement un petit peu impératif aujourd'hui au regard des enjeux de transformation digitale. Alors pour en parler, on a la chance d'avoir un panel représentatif de toutes les fonctions qui sont impliquées ou qui seront impliquées fortement dans cette transformation digitale et qui vont devoir en discuter. Donc je vais demander à chaque intervenant de se présenter. On va commencer par vous, Isabelle. Voilà, en quelques mots, votre fonction, voilà, les mots habituels pour vous présenter votre société. Ah, je crois que le micro est coupé. Ah pardon, voilà, je pensais l'avoir fait. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde. Eh bien, j'occupe depuis 20 ans des fonctions d'audit et de direction financière dans l'industrie sur un périmètre international et sur des tailles de business variées allant de l'ETI de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires à la business unit de 2 milliards comme pour ma dernière. De 2 milliards de Thales, d'accord. Chez Thales, voilà. J'ai travaillé dans des entreprises culturellement très différentes, françaises, suisses, américaines, ce qui me donne une bonne overview des différentes pratiques et l'influence culturelle est importante et avec des degrés de maturité différents sur la digitalisation de leur processus. Dans le cadre de mes missions, j'ai mené avec mes équipes beaucoup de projets de transformation. La DAF se réinvente beaucoup depuis. Il y a beaucoup d'enjeux, oui. Depuis les 5 dernières années, il y a énormément d'enjeux de transformation, d'externalisation, de colocalisation d'équipes, de création de centres de services partagés. Et la plupart du temps, c'est couplé avec des projets de migration système. Et par ailleurs, pour mon autre casquette que vous mentionnez sur le slide, j'ai une application très active dans la DFCG qui me vaut le plaisir d'être avec vous ce matin, puisque je suis administratrice de la DFCG, vice-présidente de la DFCG Île-de-France. Et ça m'a permis d'effectuer une veille sur la digitalisation des processus. Là, vous allez pouvoir nous donner. Ouais. On a beaucoup d'ateliers de travail sur le sujet. Très bien. On va continuer, Maryse. Je vous laisse vous présenter.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Boucher, je suis directeur de l'expérience client des particuliers et des professionnels à La Poste. Je ne suis pas à La Poste depuis le début de ma carrière, j'ai un assez lourd passé dans des entreprises plutôt internationales comme Kraft, Kimberly-Clark, Cadbury Schweppes et Motorola, dans lesquelles j'ai passé plus d'une quinzaine d'années et je suis arrivée à La Poste courant 2006 et j'ai toujours occupé des fonctions autour de la zone marketing et commerciale, du market research à la direction marketing, en passant dorénavant par l'expérience client. Je suis également coprésidente de la DTEM avec Maurice Ndiaye. Nous avons été élus en mai de cette année. La DTEM est une association qui a, depuis de nombreuses années, une coprésidence. Donc, je suis ravie de poursuivre cette lignée de la coprésidence avec Maurice. Voilà. D'accord. Donc, les métiers sont bien représentés. On a un représentant aussi d'une très grande société côté DSI. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Franck Lemoyle qui se présente. Eh bien, écoutez, merci. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, aussi ravi d'être avec vous. Voilà, donc moi, j'ai la chance depuis un an d'avoir pris la direction des systèmes d'information du groupe LVMH et en plus d'avoir aussi une casquette de directeur IT digital du groupe LVMH. Voilà, avec un parcours assez orienté dans la distribution et dans le luxe, puisque j'ai commencé ma carrière au sein de la grande maison L'Oréal pendant quelques années avant de rejoindre effectivement Louis Vuitton qui fait les 2 premières lettres de LVMH, dans la maison dans laquelle j'ai été DSI pendant à peu près une vingtaine d'années. Et depuis quelques semaines, j'ai la chance effectivement d'avoir rejoint voilà, et d'intégrer le conseil d'administration du SIGREF, qui est l'association des directeurs systèmes d'information informatique des grandes entreprises françaises, pour voilà, contribuer… CAC 40, je crois. Voilà, CAC 40 et un peu plus large aussi, grandes un petit peu plus large et voilà, et grande ordre d'État. Pour animer avec mes collègues du SIGREF voilà, toutes les discussions puissantes sur les sujets IT et digitaux. D'accord. Et pour compléter ce panel, on a 2 représentants donc, qui vont intervenir au début de ce webinaire de l'écosystème. Je laisse la parole à Toufik Artani de Devoteam et à Gilles Azoulay. Voilà, dans l'ordre pour qu'ils puissent se présenter. Avant de leur laisser la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là et merci à la DTEM d'avoir co-organisé cet événement. Donc, je fais partie de Devoteam Management Consulting, qui est l'entité de conseil du groupe Devoteam. Nous sommes spécialisés dans la transformation digitale des grands groupes et aussi des entreprises de taille moyenne. Je suis moi-même associé au sein du cabinet donc Devoteam Management Consulting. Alors, on accompagne, d'ailleurs, les 3, et LVMH et La Poste et Thales sont des clients de Devoteam au sens large et on accompagne généralement nos clients, que ce soit des DSI, des DAF ou même des CMO, dans les sujets de transfo digital qui sont aujourd'hui au cœur des enjeux de l'entreprise. Et donc, le sujet aujourd'hui est vraiment très central pour nous et je pense aussi pour nos clients. Très bien. Gilles Azoulay. Merci Toufik, merci de votre présence, merci de nous donner l'opportunité de parler durant ce séminaire. Je m'appelle Gilles Azoulay, je suis vice-président pour l'Europe du Sud pour une entreprise américaine qui s'appelle Appsio. Je vais très brièvement vous expliquer ce que fait Appsio. En fait, au sein d'une entreprise, toutes les fonctions de l'entreprise se dotent en général d'une solution pour gérer leurs finances et leurs opérations. C'est le cas si vous avez une fonction commerciale qui va utiliser Salesforce ou un autre produit, ou si vous gérez les ressources humaines, vous allez utiliser un Workday ou une solution qui est adaptée à votre métier. Appsio, c'est cette fonction-là relative à l'informatique. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de la transformation digitale, bien sûr, l'informatique est de plus en plus sollicitée et elle se doit de se doter des outils qui lui sont pertinents. D'avoir une vue globale. Voilà, c'est un peu ce que j'avais compris. Alors, merci pour vos présentations. Alors, juste un petit message pour ceux qui nous écoutent et nous regardent. Vous avez pour intervenir deux moyens. Le chat, voilà, pour converser entre vous, et puis faire attention aussi à la colonne questions. Voilà, vous avez la possibilité de poser vos questions que je pourrais reprendre au cours des débats.
dans cette partie. Voilà, parce que si vous les posez dans la colonne chat, je les vois pas toujours. Voilà. Bon, je vous laisse converser entre vous et puis poser les questions dans cet espace. Alors, pour poser un petit peu le débat, on a la chance que Gilles et Toufik puissent nous présenter les résultats d'une étude. Je pense qu'elle a le mérite de donner une photographie actuelle de la relation entre DSI, DAF, CMO, donc les métiers et cette DSI. Elle a été menée sur un certain nombre de grands comptes, voilà, par un institut d'études qui s'appelle IDC. Et je crois que ça donne une photographie vraiment temps réel de la situation aujourd'hui. Donc, Toufik et Gilles, je vous laisse la parole pour présenter ces résultats. Merci Eric. Juste pour compléter, effectivement, c'est une étude qu'on avait lancée avant, en fait, avant le début de la crise, mais qu'on a fait perdurer jusqu'à septembre à peu près et on a bien vu un peu l'impact de la crise sur les résultats et sur l'attention que portaient les différentes lignes métiers au sujet de la transformation digitale. Donc elle a porté, comme l'a dit Eric, là sur plus d'une cinquantaine de grandes entreprises. Et on a récolté des indicateurs assez intéressants qu'on vous partage aujourd'hui. Alors, le premier sujet qu'on voulait mettre en exergue était, c'est le sujet d'aujourd'hui. On voit bien qu'on a aujourd'hui une population de marketing ou de personnes liées au marketing. Et ça tombe bien, le premier critère, la première attente qui a été soulevée par cette étude, c'est que la satisfaction des clients, des attentes clients, est au cœur des enjeux des investir dans ce qu'ils investissent en termes de transfo digital. Alors la transformation digitale, c'est le sujet de tout le monde dans l'entreprise. Et on voit bien que ce sujet du client, de comment on interagit avec le client, de son expérience, des produits qui sont mis à disposition des clients est central pour une très très grande majorité d'acteurs. Deuxième élément, c'est l'élément lié aux pratiques collaboratives, c'est avec les 64%. Bien que l'ensemble des entreprises à marche forcée pour certaines se soient adaptées très rapidement au télétravail et ont accéléré sur le collaboratif, ça reste quand même un enjeu d'ancrage en fait, dans la durée. Et d'être efficace de par ces nouvelles méthodes de travail. Gilles, si tu veux compléter. Oui, juste non, enfin, les motivations sont claires. Et en fait, il y a un point commun entre l'ensemble de ces éléments, sur un côté peut-être un peu plus technique, et c'est l'agilité. En fait, même si les motivations… Oui, c'est un sujet important, oui. Voilà. L'agilité, et plus particulièrement, bien sûr, pour la population marketing, c'est cette capacité d'adapter rapidement son offre et sa demande, et puis de pouvoir devenir… L'informatique par la transformation digitale, si avant l'informatique était un support au métier, ça devient aujourd'hui le cœur de métier de nombreuses entreprises. Et ça va permettre, par cette agilité, par cette capacité à être instantanément réactif, à être encore plus à l'écoute de ses clients, d'investir plus en ses clients, de leur fournir plus de valeur. Il y a un côté informatique que la transformation digitale apporte, c'est cette faculté à accélérer les projets qui sont stratégiques. Et les projets stratégiques, c'est en temps de crise, c'est ceux qui sont importants à la survie de l'entreprise et ceux qui sont importants en termes d'innovation. Et là aussi, effectivement, le marketing a une grande part à jouer dans cet environnement. Juste un petit rappel, cette étude, comme l'a précisé Toufik, on l'a faite en temps de crise. Alors, si vous tapez crise sur Google, vous avez 46 millions de liens, je crois. Mais le fait que cette étude et les réponses soient teintées par cette situation de crise fait certainement que finalement, les transformations digitales de nombreuses entreprises se sont accélérées. Pourquoi ? Parce qu'il D'accord, on va d'ailleurs un petit peu avancer dans la présentation parce que je pense que c'est intéressant de détailler les résultats. Voilà. D'accord. Donc, du coup, on a voulu savoir, vu que le sujet du digital et de la transformation digitale était au cœur des enjeux des entreprises, qui finalement était responsable de définir et mener à bien cette stratégie. On sait bien que dans les entreprises, c'est souvent un sujet qui est diffus et dont la responsabilité n'est pas tout le temps claire. Donc, ce que montre le résultat de l'étude, c'est que quand même la DSI reste identifiée comme la principale responsable de cette stratégie. On voit bien que dans 26% des cas,
il y a des structures qui montent des comités ou une gouvernance commune entre la DSI et les métiers. Et on a la conviction, nous, au sein de Devoteam, que ce type de modèle va de plus en plus s'étendre pour être le modèle de facto et permettre de fédérer les différentes initiatives et d'aligner les différents éléments de la stratégie et l'exécution entre les métiers, notamment le marketing, pour tout ce qui est produits et services aux clients, et la DSI. C'est un point important. Ouais. Oui, juste en termes de responsabilité, vous voyez, le petit 12% de la direction générale, c'est clairement la direction générale en termes de stratégie, mais c'est aussi la direction générale en termes de finances. Et croyez-moi, cet élément-là, dans le cadre des projets de transformation digitale, c'est un élément absolument important parce que la finance sera systématiquement impliquée. Alors, on passe au sujet. La DSI, comment est-elle vue par les directions marketing et direction métier? Le bilan est très positif. 84% des DSI sont vus comme menant des actions et réalisant des projets, des transformations au sein des entreprises. Et moi, je pense que ça dénote d'une évolution aussi du mindset des différents acteurs métiers et de leur perception de la DSI, qui n'est plus, comme le disait un peu Gilles avant, vu comme uniquement un acteur support ou un acteur qui est lié à la mise en place ou à la fiabilisation des services qui existent, mais comme un acteur cœur central dans la réalisation du business de l'entreprise. Donc, le digital devient au cœur de l'entreprise et la DSI, c'est l'acteur qui permet cette transformation digitale. Et je pense qu'on aurait fait ce sondage il y a 2-3 ans. Ce chiffre les chiffres n'auraient pas été les mêmes, non, je pense pas. Ils auraient été beaucoup plus bas. Oui. Donc oui, absolument aligné avec Toufik, donc absolument positif, le bilan est positif. Alors pourquoi ? Parce que forcément la transformation digitale est une source d'innovation. C'est le moment d'apporter peut-être non seulement de nouvelles solutions, mais aussi de nouvelles méthodes de travail. Et on se rend compte aujourd'hui que non seulement les entreprises qui ont mis en œuvre ces transformations bénéficient d'un avantage concurrentiel fort, et hélas l'inverse est aussi réel. Et je vous engage à lire une étude qui est parue dans le magazine, je crois que c'est l'entreprise, qui présente les 10 faillites les plus retentissantes, les 10 faillites françaises les plus retentissantes liées à la crise, et qui n'ont justement, et sur ces 10 entreprises, en fait, vous vous rendrez compte que l'intégralité d'entre elles n'ont pas pris ce virage numérique, et en temps de crise, ça les a énormément affectés. Donc c'est positif. Quand c'est pas fait, ça peut être très négatif. Exactement. Et justement, quand c'est pas fait, c'est souvent, et ça, on embraye là sur les sujets de manque d'alignement. Exactement. En fait, même si la DSI est identifiée comme responsable et faisant aboutir les sujets, on voit bien qu'il y a un manque d'alignement entre les priorités des métiers et de la DSI. Tout ça parce que ça peut s'expliquer par le fait que les métiers sont dans un modèle où ils doivent réagir au contexte marché et ils ont des enjeux d'agilité eux-mêmes et d'adaptabilité que ne peut pas tout le temps suivre la DSI si elle n'est pas embarquée de façon très rapprochée avec les métiers. Donc ce manque d'alignement a un impact sur le mode de fonctionnement et la collaboration entre les métiers, les directions marketing et la DSI. Et je dirais, ce n'est pas uniquement au niveau de la définition de la stratégie, mais c'est aussi et surtout dans le cadre de l'exécution, d'avoir une approche dynamique pour pouvoir ensemble adapter les feuilles de route, adapter les priorités pour que les objectifs métiers qui changent soient bien intégrés dans les roadmaps des directions informatiques et digitales. Je voudrais juste souligner 2 impacts majeurs de ce manque d'alignement, et Appsio étant une solution informatique, on a l'occasion d'y être confronté assez régulièrement. La première, qui n'est pas le sujet du jour, c'est la sécurité. En général, quand il y a un manque d'alignement, il y a ce qu'on appelle des shadow IT, des entités qui investissent dans leurs solutions sans forcément... C'est un sujet qu'on abordera effectivement. Ouais. C'est assez fondamental. Le second est assez important aussi, puisque c'est Ah, je vous entends plus. Je ne sais pas, Toufik, si vous pouvez reprendre.
Je vais reprendre, donc je vais Ouais. poursuivre hein, sur ces sujets de financement et de responsabilité budgétaire. Comme j'ai dit, hein, les priorités, ça implique que le budget soit communément construit entre les directions métiers qui sont commanditaires des projets par rapport à leur business et les DSI. On voit bien qu'aujourd'hui, en termes de directions qui sont impliquées, la DSI est fortement impliquée, les directions financières, et après on décroît la direction digitale bien sûr, et de moins en moins la direction générale ou la direction des achats. Donc ça démontre quand même que la responsabilité de définir et mener le budget, elle est au sein de ceux qui font. Même si derrière, bien sûr, la direction financière, les achats s'assurent que ça soit optimisé, que ça soit piloté, que ça soit bien suivi. Je ne sais pas si Gilles est revenu, je pense qu'il nous a... Non, il n'est pas revenu tout de suite. Ouais. Je pense que vous pouvez avancer. Voilà. Mais il reste quand même beaucoup de décisions qui sont prises en dehors des DSI, et donc qui sont, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, hein, tirées par le fait que certains métiers, et d'ailleurs c'est assez fréquent dans les directions marketing, doivent réagir vite, et du coup pour des raisons de time to market ou de spécialisation ou spécificité de certaines solutions, font leur propre projet informatique et ensuite en Ouais. intègrent la DSI ou intègrent les DSI dans la démarche. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type de situation génère non seulement la désynchronisation dont on a parlé avant, mais aussi rend difficile pour les directions informatiques qui vont finalement hériter de ces projets leur anticipation de tout ce qui est impact sur les opérations de ces solutions, leur évolution. Et du coup, en retour, ça crée une frustration auprès des métiers, en fait. Donc, ce qu'il faudrait effectivement, c'est que les décisions soient prises conjointement entre les directions métiers et la DSI, quitte à ce qu'il y ait effectivement une gouvernance beaucoup plus agile que ce qu'on voit aujourd'hui. En fait. On voit, voilà, Gilles n'est toujours pas revenu, Toufik, donc. Ouais, je vais avancer, j'avance. Alors, quels sont si on regarde en dehors de la DSI, pas de surprise, hein, parce que comme j'ai dit, c'est des directions métiers dans 89% des cas qui elles-mêmes lancent leurs projets. Dans certains cas aussi, en ayant affaire à des fournisseurs, à des prestataires qui peuvent être en dehors de la DSI et qui derrière demandent au DSI de récupérer le run et l'opération de ces applications. On voit aussi la direction digitale. Hein. Il y a eu pendant un certain temps ce schisme entre digital et DSI. On voit qu'aujourd'hui la convergence se fait et se fait clairement. Et Franck étant ici représente bien les deux mondes pour LVMH. Donc on voit bien que cette séparation n'existe quasiment plus en fait, hein, notamment dans les grands groupes. Mais c'est principalement ces deux entités-là qui peuvent avoir tendance à définir des projets ou des investissements qui sortent du cadre commun. En fait. Alors, j'ai trouvé cet élément-là de comment on pourrait faire évoluer les choses et par rapport à cette gouvernance intéressant. Ce qu'on voit, le premier critère qui ressort en termes d'amélioration ou d'axe d'amélioration, c'est de mettre en place une gouvernance qui offre plus de souplesse. Et quand on dit souplesse, on comprend bien sûr agilité dans la gestion budgétaire et agilité dans la gestion des feuilles de route des différents projets digitaux, en fait. On a la conviction que c'est à la DSI d'être proactive en proposant ce type de démarche, bien sûr en y associant les directions métiers, pour pouvoir leur donner un cadre où justement leurs priorités soient vraiment alignées avec les capacités d'exécution et du coup les priorités de la DSI. Le deuxième élément, c'est l'implication accrue des métiers, hein, on l'a dit, c'est-à-dire continuer à avoir les métiers comme élément central de la construction budgétaire de la DSI. Et le troisième, les 46%, c'est les KPI tournés vers la valeur. Aujourd'hui, on a longtemps piloté les DSI par le budget de l'IT, c'est lié uniquement à ce que fait l'IT. Nous, on pense qu'il faut, et ce que montre l'étude, hein, qu'il y ait des KPI qui soient liés à l'impact de l'IT sur le business.
c'est-à-dire l'accélération du time to market, par exemple, l'atteinte de nouveaux clients, etc. Et ces critères-là sont, à notre avis, ou ces axes-là sont clés pour mettre en place une gouvernance beaucoup plus renforcée et beaucoup plus efficace entre les DSI et les métiers. Gilles, je te laisse compléter certains points. Merci, désolé pour le petit problème. Oui, sur la partie amélioration, en fait, on essaye de doter, bien sûr, l'IT et l'ensemble de la plateforme financière de l'IT de KPI, d'éléments numériques qui peuvent être quantifiés. Le problème, c'est que ces éléments, en fait, ils ne peuvent être mesurés qu'entre deux instants. Et si ce n'est pas un processus qui est développé dans le temps, on aura une image faussée de ces KPI. On a la valeur pour côté Appsio de pouvoir justement apporter ces outils qui permettent de mesurer ces environnements-là. En outre, on est aussi capable d'apporter de mesurer en fait les performances applicatives. Et là aussi, pour l'informatique, c'est fondamentalement important parce qu'on va pouvoir gérer ses priorités et non seulement les gérer, mais aussi les faire évoluer dans le temps. Donc, il y a plein de moyens d'améliorer ce processus de définition des budgets. Encore faut-il qu'il soit défini et mesuré dans le temps, et pas forcément que ce soit des points de contact ou des points d'évaluation à différents moments. Bon nombre d'entreprises font ça tous les 6 mois ou tous les ans. Voilà, il faut se doter d'une technologie et d'une solution qui permette de faire ça systématiquement et de pouvoir fournir justement cette agilité que demande la transformation numérique. Voilà le petit point que je voulais rajouter. Désolé, ma connexion s'est plantée. Merci. Et en guise de conclusion, on voulait quand même conclure sur le fait qu'il y a quand même un enjeu à adresser et à traiter. Aujourd'hui, on voit que 64% des dirigeants interrogés les dérives budgétaires sont principalement liées à un manque de synchronisation entre les différents acteurs de la transformation digitale, que ce soit les métiers, le DSI ou la direction financière. Et notre conclusion avec Gilles, c'est qu'il y a un sujet de gouvernance agile et forte à mettre en place et dans la durée. C'est pas uniquement dans le cadre de la définition de stratégie, mais c'est aussi dans le pilotage des programmes stratégiques digitaux pour s'assurer que les priorités et les enjeux métiers soient tout le temps en ligne avec ce que réalise la DSI. Et aussi, Gilles, l'outillage. Ouais. La transformation numérique, c'est un voyage. En fait, il faut bien le prendre comme étant un voyage. Et ce voyage met quelquefois un peu de temps à fournir ses fruits. Et il est indispensable que l'alignement des métiers se fasse dès le départ de ce voyage. D'accord. Parce que les effets en fait seront pas forcément positifs si ça ne se fait pas de cette manière-là. L'alignement des fonctions et la maîtrise financière sont les deux points absolument stratégiques à toute initiative de transformation digitale. Voilà. Exactement. Très bien. Juste, je compléterai un dernier point, Eric, c'est de dire le coût de la transformation digitale, ce n'est pas le coût de l'IT, c'est vraiment le coût du business et de l'IT dans la réalisation des enjeux ou de l'ambition digitale de l'entreprise. Et ça, c'est un élément important en termes de mindset. Bien. Donc, merci Gilles, merci Toufik pour cette présentation. Je trouve qu'il y a plein de mots-clés intéressants qui vont permettre de structurer le débat. La collaboration, le contrôle budgétaire, l'agilité. Et puis, il y a aussi des points de discussion, je pense, parce qu'effectivement, on a une vision là, côté DSI de cette relation digitale, mais s'il y a un petit peu de IT shadow, un peu ou beaucoup sur certaines entreprises, c'est aussi peut-être parce que la DSI ne sait pas répondre à quelques enjeux plus business. Donc, on voit bien qu'il y a aussi un débat avec une réflexion et des suggestions, je pense, côté métier. Quand on regarde l'ensemble de ces résultats qui sont assez complets, Toufik ou Gilles, qu'est-ce qui vous paraît être aujourd'hui le driver principal des évolutions à venir? La partie budgétaire, la collaboration, la communication, qu'est-ce qui vous paraît être au centre un petit peu des évolutions à venir? Je vais commencer si tu veux, Gilles. Puis, moi, je pense que l'élément clé, c'est la mise en place d'un cadre de travail et de collaboration commun entre les métiers et la DSI.
pour atteindre l'ambition digitale et le voyage dont parlait Gilles juste avant, et s'assurer que les bonnes décisions soient prises conjointement et qu'on pilote ces décisions de façon cohérente. Donc, c'est la préparation du voyage, en fait. Exactement, parce qu'on est et le suivi de ce voyage, parce qu'on est dans un monde où les priorités vont changer. On l'a vu ces derniers mois, les priorités vont changer et la capacité à réagir et à pouvoir anticiper un certain nombre de sujets fera la différence. Et donc là, dans ce domaine, on commence à avoir des outils pour pouvoir structurer ce voyage. Absolument, absolument. Et Appsio fait partie de ces outils. Je vous engage à lire l'étude et vous verrez que en tout petit caractère, et ça a été mentionné que par très peu de DSI, dans ce voyage, il y a un côté social numérique. Et beaucoup de projets de transformation numérique se font sans ce côté social numérique. Et on se rend compte qu'en fait, il devient indispensable et il doit aussi être quantifié. D'accord. Très bien. Je crois que ça va nous permettre de lancer les débats. Voilà. Donc, on va pouvoir donner maintenant la parole un petit peu au métier. Je vous remercie pour votre présentation. Donc, dans les sujets, beaucoup de mots-clés, la collaboration, l'agilité, le choix des technologies, l'organisation, les processus budgétaires. Moi, je voudrais commencer par, puisqu'en fait, ça a été cité comme l'élément un peu référent de cette étude dans le premier transparence, c'est-à-dire la satisfaction client. Donc, on voit bien que dans les évolutions, la mutation digitale, le client est au centre. Et donc, je voudrais avoir le point de vue de quelqu'un qui s'occupe des clients, voilà, donc de l'expérience client, et pouvoir un petit peu partager avec vous, Maryse, un peu votre vue et votre vision là côté métier de ces enjeux digitaux et du rapport que vous pouvez avoir eu dans le passé et puis comment vous le voyez dans l'avenir dans la relation avec la DSI. Donc, Maryse, je vous pose cette première question. Pourquoi le client est au centre et pourquoi il va être encore plus au centre dans le futur? Eh bien, parce que je pense que, évidemment, il n'y a pas d'entreprise et pas de valeur d'une entreprise s'il n'y a pas de client, tout simplement. Pas de client, pas d'entreprise. Donc, c'est assez natif. Je prendrai un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure sur l'histoire du voyage et la préparation du voyage. Et la problématique, c'est que souvent, la destination du voyage n'est pas connue. Et je pense n'est connue d'aucun des parties. C'est-à-dire, celui qui s'occupe du client perçoit ce qu'il cherche, mais ne sait pas forcément si précisément que ça où il veut aller. La DSI elle-même, un peu pareil, elle a des outils, elle a des propositions, elle a des idées, mais la destination du voyage précisément, quelle est-elle? Et puis le financier, si je peux dire, de la même manière, lui, il a des limites, des capacités d'investissement qui sont ce qu'elles sont. Mais de la même manière, il cherche également à faire progresser l'entreprise. Donc, cette destination du voyage, et je pense que dans ce qui nous intéresse ce matin, c'est que cette destination du voyage n'est souvent pas complètement maîtrisée. Et donc, ça, c'est aussi l'obligation qui fait que nous devons nous parler. Donc, moi, je citerai effectivement un des exemples que j'ai pu mener dans les 3 dernières années au sein de la Poste, notamment un très gros lot de travaux CRM sur du B2C, je parle bien de l'eau, d'un investissement qui passait largement les 10 millions d'euros. Oui. Donc, en fait, en réalité, c'est le financier qui finalement a eu l'idée de dire il faut absolument que le business plan soit construit finalement entre la DSI et le marketing et le porteur du projet, en l'occurrence, c'était moi. Et donc, du coup, on a vraiment extrêmement bien travaillé, si je peux dire, entre DSI, métier et finance pour aboutir à une décision COMEX qui était absolument nécessaire étant donné le montant d'investissement. Donc, effectivement, on a expérimenté cette excellence, si je peux dire, d'un trio qui sait fonctionner. Moi, ce que je peux regretter aujourd'hui, sans doute, c'est que le trio fonctionne pour les très gros investissements. Heureusement pour nous tous, nous ne sommes pas tous les jours en train de toper nos COMEX pour 15 ou 20 millions d'euros. Quelquefois, on a quand même des investissements qui sont en dessous et pour autant extrêmement stratégiques. Et là, effectivement, sans doute que l'alignement ou la collaboration se fait de manière un petit peu plus complexe pour des tas de raisons, notamment l'aspect qui reste encore très silotique du fonctionnement des DSI,
au sein d'une entreprise. Hein. Il y a des branches, il y a des DSI de branches. La question tout à l'heure, vous avez éliminé un petit peu facilement, enfin, je pense, l'idée que le digital et la DSI sont vraiment alignés, mais pas forcément. Surtout dans des entreprises qui ne sont pas digital natives, donc sur lesquelles on a affaire à un millefeuille de SI. On l'appelle vraiment, c'est le terme qu'on emploie, on a un millefeuille de SI. Et dès qu'on veut faire accoster quelque chose, évidemment, c'est un chantier en soi. Donc, je regrette, moi, cet aspect qui n'est pas encore assez fluide de fonctionnement entre un métier, son financier et sa DSI pour effectivement des investissements qui peuvent être un petit peu moins… La raison, c'est la complexité. Hein, si je peux dire. D'accord. Maryse, juste par rapport au projet de CRM, c'était la première fois qu'il y avait une collégialité de décision sur un projet au sein de la Poste? Oui, c'était la première fois et c'était vraiment la première fois qu'on a procédé de cette manière-là, avec en plus vraiment la DSI qui cherchait à ce que le métier apporte le sens, tout le sens du projet. Et puis, le financier disant, moi, je veux un business model robuste parce que, évidemment, nous, ce CRM-là, on le mettait et on allait débrancher 9 autres applications. Donc, évidemment, vous voyez très bien la manœuvre financière, vous ajoutez quelque chose, vous enlevez, vous avez du build. Ça fait sourire Isabelle, on va pouvoir lui poser la question après chez Thales. Donc, il fallait effectivement qu'on se mette d'accord. Évidemment, les dates de débranchement, d'ailleurs, au moment où je vous parle, donc, le projet a été vendu début 2017. On va le terminer l'année prochaine. On a un petit peu de retard à cause du Covid. Et effectivement aussi, on a des dépassements budgétaires aussi. Et là aussi, ça a été évoqué tout à l'heure. Je pense aussi que le financier qui joue bien son rôle c'est lui un peu la marieuse, si je peux dire, parce que le financier, lui, face aux dérives, il se dit comment faire. Il faut que les larrons s'entendent parce que moi, je ne vais pas éternellement assister à des dérives budgétaires liées en général à des dérives de timing, en fait. Hein, puisque là, on vend du jour beaucoup, un peu de solutions, mais ça, c'est assez maîtrisé. Et après, c'est les jours-hommes qui défilent. Donc, voilà, je vois Isabelle qui acquiesce. Oui, je vois qu'elle acquiesce, donc on va lui laisser la parole. On vit ça tous les jours. Voilà, je m'arrête là. D'accord, mais très bien. Donc, Isabelle, vous êtes directrice financière. Voilà, donc un peu votre retour d'expérience par rapport à la fois aux propos de Maryse et puis aussi par rapport à cette relation d'une manière plus générale à la DSI. Voilà, au sein de Thales. On a toujours le mauvais rôle. Les directeurs financiers, là, les gardiens du temple, les gardiens des chiffres, du budget. Je pense qu'on peut avoir une relation très apaisée quand même avec les DSI et que c'est souhaitable quand même. Mais c'est vrai, les projets qui dérapent, c'est des jours hommes et c'est effectivement la majeure partie des dérives budgétaires. Je suis parfaitement d'accord. Alors, chez Thales, l'organisation actuelle, elle est assez… le CFO Group est en charge à la fois de la finance et de l'IT, donc ça, c'est plutôt bien. Mais après, au niveau des échelons inférieurs, l'organisation, elle est beaucoup plus traditionnelle. La DSI est regroupée pour certains services dans des centres de services très centralisés. Et on a une DSI locale qui fait aux entités, qui fait un peu le lien entre les équipes infra, entre les équipes MOA et puis nous, les utilisateurs. Il y a aussi des systèmes de tickets, donc c'est plutôt un modèle traditionnel, on va dire. On est parti d'abord dans les stratégies digitales, d'abord sur le déploiement de RP communs, qui ont forcé aussi à harmoniser en partie les processus. Et puis pour pouvoir après faire des benchmarks plus simples entre entités. C'est plus facile quand on a un outil commun. Ça a beaucoup monopolisé les énergies à la fois des DSI et des métiers, puisqu'il y a un certain nombre d'entités en France et le déploiement s'est fait sur plusieurs vagues. Le choix des outils, il est centralisé effectivement au niveau du groupe, mais ça s'explique par la spécificité de Thales et les grosses couches de sécurité qui nous sont imposées. Et ce qui rend parfois un peu compliqué justement le développement d'outils digitaux en mode SaaS, très ouvert sur le cloud. On a des contraintes fortes à ce sujet. Après, l'inconvénient de ces modèles d'organisation DSI, c'est une grande centralisation.
Donc parfois la gestion des priorités se percute un peu au niveau de la DSI par rapport aux besoins des métiers. On en revient au problème d'alignement dont on parlait tout à l'heure, et parfois de manque d'alignement entre les besoins de métiers qui créent des frustrations parce que les équipes IT peuvent pas toujours, au moment où nous on aurait envie ou besoin, développer les applications ou les outils dont on aurait besoin. Puis des risques un peu de lourdeur de processus. Et puis, il y a une espèce de désappropriation des outils par le métier, en fait. C'est un peu sacralisé dans des DSI. Et donc, du coup, le métier se positionne vraiment en utilisateur final. Et c'est compliqué de faire rentrer bien l'ensemble des équipes dans le fait qu'on a aussi notre part à jouer dans les outils et c'est important d'apporter nos inputs. Mais depuis peu, il y a le développement d'une division next-gen avec tous les outils digitaux. Des outils beaucoup plus digitaux en fait et une démarche en mode projet agile dont on aura l'occasion, je pense, de reparler. D'accord. Et sur cet aspect notamment 2.0 et qui concerne plutôt la fonction finance, aujourd'hui, quel est l'état un peu de la digitalisation? Alors, au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup contraint par les problématiques de sécurité, en fait. Donc, le groupe a défini 2 outils avec lesquels on allait majoritairement travailler. Et pour l'instant, en tous les cas, au niveau de la finance, on est sur des initiatives de data visualisation et d'automatisation. Et qui nécessitent… voilà. Pour notamment des outils de data visualisation pour aller au-delà de ce qui existe dans la BI traditionnelle et de manière plus rapide et de manière plus flexible, et puis d'automatisation pour gagner du temps. C'est vraiment les grands axes. Très bien. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Franck Lemoyle parce que voilà, donc il est représentatif à la fois des DSI mais aussi de la modernité de cette fonction puisqu'il a la double casquette digitale et DSI. Donc, alors, comment ça se passe aujourd'hui chez les LVMH? Pourquoi vous êtes arrivé un petit peu à ce type d'organisation? Ça a répondu en fait à quel besoin? Bah, écoutez, enfin, je pense que ça répond à un besoin effectivement probablement d'accélération. Hein. On est confronté à un monde qui est en pleine mutation et notamment avec les derniers mois qu'on vient de vivre, il faut effectivement s'adapter, être en permanence en capacité de s'adapter. Pardon. Pour ce qui concerne LVMH, on a des organisations qui sont entre guillemets digitales et IT qui suivent la logique d'organisation de notre groupe qui est basée sur une approche par marque et par division. Tout en conservant, et je pense que c'est un sujet important désormais dans les entreprises, une proximité opérationnelle et un esprit entrepreneur qui font les caractéristiques de notre groupe. Donc ça, c'est un point essentiel. Mais depuis quelques semaines, mois, on vient de franchir une étape puisque effectivement, on a procédé à la création d'une direction omnicanal et data. D'accord. Pardon, je suis envoyé à la tête du groupe. Et en même temps, une direction, effectivement, système d'information IT digital qui rapporte au directeur général. Et donc, c'est un message fort pour mettre en perspective la nécessaire transversalité, le nécessaire partenariat, le nécessaire, entre guillemets, co-management de ces 2 sujets qui sont extrêmement importants au plus haut niveau de l'entreprise. Voilà, donc ça, c'est pour les logiques d'organisation. On a aussi quelques, je dirais, lignes directrices qui se dégagent. Bien entendu, et qui viennent quelque part éclairer ces décisions. Premier sujet important, c'est comme beaucoup, notamment dans le monde de la distribution et du retail, c'est d'accélérer notre transformation omnicanal, c'est-à-dire de passer d'une logique qui était très retail-centrique, très magasin oriented, et après un peu plus e-commerce, désormais vraiment une logique très souple, très seamless entre les différents canaux. Clairement, comme beaucoup d'entreprises, j'imagine, autour de ce webinaire, on a un véritable enjeu de mieux utiliser notre patrimoine data pour soutenir, bien entendu, notre relation client, mais aussi de plus en plus l'amélioration de nos opérations. On parle beaucoup de relations clients, mais aussi la data devient un élément clé dans tout ce qui est l'amélioration des opérations, de la supply chain, de l'industriel. On a des objectifs aussi qui sont extrêmement importants en termes et j'imagine qu'on y viendra par la suite, de renforcer l'industrialisation de notre IT. Voilà, ça c'est un enjeu. Voilà, et nos delivery pour accompagner, vous l'avez plus ou moins mentionné, les différents métiers le mieux possible,
dans un environnement qui est quelque part de plus en plus difficile à prévoir. Donc, en fait, comment trouver le bon rythme, comment trouver le bon tempo d'organisation pour s'adapter rapidement. Et puis aussi, vous l'avez, certains l'ont mentionné, notamment Toufik et M. Azoulay, une nécessité aujourd'hui pour les grandes entreprises, mais pas que les grandes, les moyennes aussi, d'engager une démarche beaucoup plus forte en termes de mutualisation, de synergie sur des domaines clés comme la cybersécurité, les infrastructures, le move to cloud, les plateformes qui vont quelque part aujourd'hui agiliser les fondamentaux. On va parler de l'agilité en termes de mindset, mais il faut aussi agiliser les fondamentaux du système d'information. Et quelque part, ça passe désormais par des infrastructures cloud, des plateformes as a service, des plateformes qui vont permettre effectivement d'accélérer sur tous ces sujets-là. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu sur le sujet de l'agilité, parce qu'on a une audience qui est, enfin, chaque département a un petit peu son vocabulaire, le marketing, la DSI. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en fait comme brique, comme outil pour effectivement outiller cette agilité aujourd'hui? Je pense qu'en fait, on commence à avoir pas mal d'outils, mais je pense qu'il faut quand même avoir aussi une bonne définition de l'agilité. Alors après, comme vous l'avez dit, tout le monde dans l'entreprise peut avoir sa définition de l'agilité. Probablement que ma définition IT de l'agilité n'est pas tout à fait la même que la définition que Maryse ou Isabelle pourraient avoir. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les DSI et quelque part aussi les autres entreprises qui font partie du CIGREF, je pense qu'on peut résumer l'agilité en 5 points. La première pour nous, c'est sortir des logiques de projets en V qui étaient calés sur des cycles projets qui étaient extrêmement lourds à plusieurs mois, plusieurs années. De ce qu'expliquait Maryse. Voilà. Et qui sont finalement de plus en plus inadaptés à des changements très rapides d'écosystèmes, de business model et quelque part dans le contexte qu'on vit, difficilement prédictibles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va y venir parce que je pense que c'est clé, c'est le rapprochement des équipes opérationnelles, métiers et IT pour une donc c'est un petit peu mélanger les équipes. Une compréhension plus forte. Très important parce que vous parliez de la dimension humaine, je crois que quelqu'un parlait de la dimension humaine et sociale tout à l'heure, je pense qu'on a aussi tous désormais dans les entreprises, les grandes entreprises, la nécessité de travailler sur responsabiliser les équipes sur des besoins auprès de la réalité des opérations. Trop de divergences, trop de grands projets viennent du fait qu'on a une déconnexion entre les grands programmes et finalement l'exécution opérationnelle et la réalité sur le terrain. Voilà. Et puis, bien entendu, on commence désormais, quand on passe sur le domaine des outils, à avoir des outils et des méthodes qui vont permettre de délivrer ces projets plus vite. Voilà, les méthodes DevOps, les méthodes Scrum, etc. Voilà, ça me paraît important. Et le dernier point, je pense, qui devient essentiel dans les grandes entreprises et dans toutes les entreprises, c'est, je pense qu'il faut qu'on soit aussi en capacité de donner une place plus importante au test and learn et quelque part aussi au droit à l'erreur. Et donc d'être en capacité de réagir vite, d'aller vite, de se tromper, d'acter qu'on s'est trompé, de se réorienter sans pour autant avoir effectivement des crises majeures à gérer. Oui, et donc justement sur cette capacité à tester, Maryse, entre la solution qu'on aimerait avoir, les développements technologiques, le POC, le Proof of Concept, le MVP, quelle est votre réflexion aujourd'hui? Comment vous travaillez? Donc, nous, évidemment, on utilise toutes les méthodes agiles. Je souscris à tout ce que Franck a pu dire parce que, vous voyez, le projet que j'évoquais justement tout à l'heure de CRM, je ne vous parlais que dans l'autre travaux, mais pour vous dire les choses franchement, le projet de CRM total sur tous les segments de clientèle, il a été décidé en 2014, il a démarré en 2015, il sera terminé en 2021. Oui, c'est énorme. C'est plus possible aujourd'hui sur des projets digitaux. On ne peut plus travailler comme ça. C'est plus possible. Pour autant, dans la question de la méthode agile et du fonctionnement agile, moi, je note que c'est la fin du process souvent qui pose problème. Et là, ce n'est pas forcément du reste de la responsabilité de l'IT. Je pense que c'est une responsabilité très partagée. Il y a une petite tendance à confondre, on va dire, la phase POC pilote, disons pilote, avec la phase de lancement. Et donc là, sur un certain nombre de produits, il n'est pas envisageable de lancer des choses qui ne sont pas nickel. Et il faudrait pouvoir avoir un petit temps quand même oui, mon pilote, il fait ça, je sors. Souvent, moi, je vais vous donner on a travaillé, nous, on a un produit qui fonctionne, enfin, un service qui fonctionne extrêmement bien, qui s'appelle l'expédition depuis sa boîte aux lettres.
C'est le service pour lequel, moi, avec le directeur technique, j'ai exigé un crash test avec 4000 postiers qui ont participé à ce crash test avant le lancement. C'était d'abord pour des questions de savoir si le SI allait résister si jamais on avait un afflux de clients dessus. D'abord pour ça. Mais il se trouve que grâce à ce crash test, on a sorti plus de 200 points à améliorer. Je peux vous dire que ces 200 points, le digital à l'époque, c'était il y a 4 ans, le digital qui était à la tête du projet, n'aurait jamais procédé à ces améliorations-là si nous ne les avions pas sortis avec cette méthode-là en disant nous exigeons que ces 200 points soient regardés. Ils ont été regardés. C'est un service qui a un NPS aux alentours de 70. Ça s'appelle une espèce de zéro défaut dans une entreprise. Et voilà, alors, comment à nouveau en arriver à des choses de ce type-là? Le crash test n'a pas pris un temps fou. La résolution des problèmes, pas non plus. On n'a pris aucun délai sur ce lancement de service. Alors, on l'a lancé dans le timing prévu. Simplement, c'est un peu plus exigeant, effectivement. Et il est, enfin, j'ai envie de dire, je ne sais pas si mes camarades partagent ce point, mais dans les entreprises, effectivement, il y a cette espèce d'impatience tout d'un coup, le projet démarre, il faut que ça aille très vite, etc. Et on finit par confondre une impatience avec un produit qui va sortir, qui sera pas nickel, qui va coûter bien plus cher encore derrière quand il va falloir faire une reprise de travaux, si je peux dire, parce que le client, il sera là, de toute façon, il nous rappellera, il nous sifflera en disant ça ne fonctionne pas. Et donc, je pense qu'il faudrait qu'on arrive collectivement à se mettre d'accord pour dire il n'est pas question que les pilotes, et dans une entreprise comme la mienne, qui est une grosse entreprise, on fait des pilotes sur beaucoup de sites. Moi, j'en ai un en cours en ce moment, c'est un pilote sur 70 sites. Mais c'est très petit à l'échelle de la Poste, c'est très petit. Jamais de la vie, mon pilote doit se transformer en claquant dans les doigts, en lancement. Il y a une petite phase entre les deux qui doit être nécessaire. Isabelle, quel est votre point de vue sur ce sujet? C'est vrai qu'on peut pas, l'informatique a l'habitude de faire tester aux utilisateurs ses produits, enfin pour schématiser. Et aujourd'hui, dans le digital, on a besoin d'avoir des produits à 100% en termes de qualité. Quelle est la voie que vous pouvez explorer? Je pense qu'on a mis un point sur quelque chose d'important, c'est la qualité de la donnée, et spécialement quand on développe en mode agile des projets au niveau finance. La finance, c'est quand même le réceptacle de beaucoup de processus de l'entreprise. Et quand on en est aux phases de POC et de MVP, on se rend compte parfois qu'il faut changer certains processus en amont parce que le projet tel qu'on l'a envisagé ne va pas donner les effets escomptés. Et ça, et là aussi, ça demande de l'agilité parce qu'il faut être en mesure de se dire ah bon, alors mon process il fonctionne pas, allons-y, il y a ça et ça à changer et on peut relancer le projet. Et ça, c'est parfois une difficulté auquel on peut être confronté si on n'a pas laissé assez de place à cet aléa en fin de projet. Et ce que disait, effectivement, je veux rebondir sur ce que disait Marie sur le début des projets agiles, on fait son POC, on fait des sprints, on développe, ça marche, ça commence à marcher, on fait un MVP. Sur la fin des projets, il y a effectivement une zone de flou entre ça y est, maintenant c'est terminé, mais il y a beaucoup de choses encore, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et il faut gérer le désinvestissement des équipes, des product owners, des équipes métiers, des équipes DSI qui ont d'autres aussi, ou de développeurs qui ont aussi d'autres projets qui émergent. Puisque l'idée quand même de ces méthodes agiles, c'est de partir, quels que soient les outils choisis par les entreprises, peu importe, c'est de partir des besoins du métier. Les métiers arrivent avec un projet, se saisissent du projet, mais il faut quand même les accompagner. On n'est pas des développeurs informatiques. Et il y a cette fin de projet agile qui est souvent difficile à bien calibrer, je trouve. Alors, pour terminer sur cette partie un petit peu relation des SI dans le cadre des projets, sur les projets digitaux avec les métiers, il y a une question intéressante qui est posée par un internaute, Eric Salviac. Quelle est la démarche de base aujourd'hui? C'est un processus budgétaire, c'est un business case? Quel est un petit peu le point de départ? Et après, on passera aux solutions, notamment évoquées par Franck Lemoyle en termes de formation, de travail collégial, d'organisation. Mais quel peut être le point de départ aujourd'hui? On présente toujours le business case. Voilà, on dit toujours on va partir d'un business case. Est-ce qu'il y a des méthodes un petit peu nouvelles aujourd'hui, Toufik, à proposer aux entreprises? Ouais, sur ce point en particulier,
Je pense que parler de business case est aujourd'hui un peu dépassé en tant que tel. Exactement, voilà. De value case, en fait. C'est-à-dire, c'est la valeur d'un projet et pas forcément l'apport économique direct du projet, financier, je dirais, du projet. Tout ça pour dire parce qu'un projet digital conjointement mené avec les métiers ou l'IT, in fine, on veut voir la valeur qu'il a sur l'impact sur les clients, sur la relation client, un petit peu le point de vue de Maryse, sur la performance des opérations aussi. Et c'est ce sujet de value case qui doit être central. Et il faut le faire à notre sens, et on voit pas mal d'organisations à bon escient. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus que le value case en soi devienne un projet en soi et qui du coup altère la capacité de l'entreprise à se lancer et aller dans ce qu'a indiqué très bien Franck sur le test and learn et prendre un certain nombre de risques. En fait. Donc il y a un value case à mettre en place, mais il y a du test and learn aussi à mettre en place aussi en parallèle. Franck Lemoyle, un petit peu votre point de vue sur ce value case, sur les méthodes. Non, mais je pense que c'est effectivement en tout cas une piste qu'il faut de plus en plus étudier. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les contraintes, et d'ailleurs celles qu'on connaît depuis un an, sont telles que même que le concept de catégorisation des projets par une démarche budgétaire anticipée commence à devenir un peu inadapté. Voilà, le business case à long terme commence à devenir un peu inadapté. Et effectivement, cette approche de la valeur guidée par la valeur qu'on peut délivrer au métier, c'est un bon guide, clairement. Alors maintenant, il faut qu'elle soit exécutée professionnellement parce qu'on a parfois tendance à générer trop vite, à surévaluer ou sous-évaluer une valeur. Donc tout l'exercice est là, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne démarche. Et c'est surtout la bonne démarche pour forcer à la responsabilisation des acteurs et leur permettre d'être plus compétitifs. Je voulais revenir quand même sur le propos d'Isabelle et de Maryse sur, entre guillemets, l'agile et la qualité. Je pense que c'est quand même deux sujets qui sont de moins en moins dissociables. On peut aller vite, on peut faire des MVP sans pour autant sans compromis avec la qualité. Et tout le débat est aussi, et je pense que c'est le vrai problème pour les entreprises, c'est comment on passe à l'échelle. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont encore en phase de découverte de l'agilité et il ne s'agit pas de s'arrêter au MVP, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment désormais, ceux qui sont en train de se distinguer aujourd'hui, ce sont qui ont les vraies capacités de passer à l'agile à l'échelle et de l'industrialiser. Et je peux vous dire que voilà, j'imagine que quand la SNCF ou oui SNCF fait une mise en œuvre sur son tunnel d'achat en mode agile, je pense qu'ils n'ont pas le droit à l'échec. Et quand on fait une mise en œuvre sur nos plateformes digitales l'avant-veille du Black Friday, on n'a pas le droit à l'échec et que la qualité est là. Donc il faut savoir concilier ça. Ça fait partie effectivement d'un bon découplage avec les équipes métiers, avec les product owners. Et il faut effectivement que nos squads, entre guillemets, agiles, s'inscrivent dans une durabilité. Je veux dire, on peut imaginer d'être en processus agile pour des petites initiatives, mais le vrai débat aujourd'hui, notamment dans toute cette transformation digitale sur le e-commerce, sur l'omnicanal, sur la data, sur l'excellence des opérations, c'est de faire quelque chose qui est pérenne avec des méthodes professionnelles qui garantissent effectivement que si on se trompe, on corrige vite et qu'on soit qualitatif quand on passe en prod. Très bien. Alors, on va aborder justement les solutions pour l'avenir, puisque a priori, je pense que tout le monde est d'accord, on doit s'entendre. Voilà. Donc, le devoir est devenu une réalité. Alors, pour l'avenir, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Bon, je voudrais partir un petit peu de ce que vous avez pu mettre en place. Franck, quand on a un peu préparé cette table ronde, parce qu'on l'a un petit peu préparé quand même, vous avez évoqué un certain nombre d'initiatives au sein de LVMH, hackathon, formation, université. Voilà, donc je voudrais savoir, en fait, notamment sur le mixage des équipes, ou sinon vos vues. Voilà, qu'est-ce que vous pensez devoir être fait? Écoute, je pense que c'est un point qui est très intéressant et j'ai vu, je crois qu'il y a une excellente question qui a été posée par quelqu'un, j'ai vu dans le mur de questions qui défilait sur l'intelligence collective. En fait, on en est là. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la vraie question dans nos entreprises, c'est comment on crante un peu plus dans la réalité la collaboration et effectivement l'intelligence collective. Alors après, c'est des grands mots, mais je pense qu'il faut vraiment qu'en posture managériale, on soit de plus en plus en situation de faire fonctionner nos équipes de façon transverse et collaborative. Donc, je crois beaucoup à ces concepts de factory, qui vont permettre de réunir effectivement même si on conserve des organisations de reporting hiérarchique, il faut absolument travailler pour mettre l'équipe au même endroit dans ces concepts de factory et de les rapprocher. Ça me paraît absolument essentiel. Voilà. Je pense qu'il faut effectivement commencer
à développer les communautés autour des grandes thématiques et faire en sorte que ces communautés ne soient pas des communautés par métier, mais des communautés cross-métiers. Et donc avec du marketing, du social marketing, de l'IT, du e-commerce, et que les acteurs de nos entreprises, de nos maisons, entre guillemets, au quotidien, travaillent ensemble sur des thématiques. Voilà. Je crois beaucoup, et on a eu des belles expériences dans notre groupe à la vertu du hackathon, mais pas le hackathon en tant que code. Le hackathon en tant que code, ça fait 10 ans qu'on en fait et on en fera toujours. Mais effectivement, tenter de craquer un sujet de façon collaborative, en mode short-term pression avec toutes les composantes de l'entreprise, ça va beaucoup là-dessus. Bien entendu, alors on travaille beaucoup sur cet aspect-là, sur LVMH. Ça a été parfois un peu galvaudé parce qu'il y en a eu beaucoup, mais néanmoins, dans les grandes entreprises, mais on croit aussi à la fertilisation avec les startups et c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Et par ailleurs, je crois qu'on a aussi encore beaucoup de choses à faire et à découvrir dans l'interconnexion avec les écoles. On commence à rentrer dans des process de lab avec un certain nombre d'écoles, d'intrapreneuriat. Et je pense que tout ça, ce sont des outils que les différents métiers de l'entreprise doivent s'accaparer pour pousser à cette transformation de l'état d'esprit et générer, comme l'a fait remarquer un des participants, un plus dans cette intelligence collective sur des sujets clés. D'accord. La formation, justement, est sans doute un sujet. Donc, Maryse, est-ce que vous serez amené dans le futur à recruter plus de profils techniques dans le marketing parce que plus apte à terme peut-être à discuter avec la DSI? Et même question pour Isabelle sur les projets de digitalisation de la finance. Alors, très clairement, oui. Très clairement, oui. Et je pense que je repartirai légèrement en amont sur aussi l'objectif finalement commun que nous avons tous, qui est de créer de la valeur. Et créer de la valeur, ça va passer par effectivement les opérations qui vont elles-mêmes se digitaliser. Nous, on est une entreprise qui est quand même vous n'en avez certainement pas la perception. Vous avez certainement la perception d'une entreprise La Poste qui est évidemment très relationnelle, incarnée par le bureau de poste. Sur le fond, c'est une machine industrielle d'abord et avant tout. Et ça veut dire que d'abord, dans cette logique industrielle, avec des opérations qui sont extrêmement clés et qui fonctionnent 6 sur 7, pour pas dire 7 sur 7, et qui doivent atteindre la perfection, nos marketeurs ont besoin plus que jamais de comprendre la digitalisation des opérations en même temps que la digitalisation du client. Oui. Ça fait beaucoup de choses en même temps parce que ça fait un petit peu un univers global qui, pour eux, bouge de tous les côtés. Je dirais également que, je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres, mais que les entreprises, dans les démarrages de leur digitalisation, ont eu toutes, me semble-t-il, ou beaucoup d'entre elles en tous les cas, tendance à construire une maison à côté de la maison initiale et puis bien sûr se rendre compte quelques années plus tard que ça n'est pas jouable comme ça, qu'il faut absolument que la maison mère, si je peux dire, elle-même soit digitalisée, absolument digitalisée. Et on a pris, je pense collectivement, peut-être un peu de retard avec ces constructions de maisons à côté, qu'il faut tout d'un coup dire non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, parce que ça a été dit tout à l'heure aussi par Franck, dans toutes les entreprises qui ne sont pas digital natives, il va falloir qu'on fasse vivre plusieurs canaux et que l'enjeu, c'est l'omnicanalité s'agissant du client, mais s'agissant des opérations également. Et que même si les canaux digitaux vont être de plus en plus prégnants, les canaux physiques prendront d'autres formes, mais on en a encore pour longtemps d'avoir des canaux et physiques et digitaux. Donc là, le marketeur est au cœur de ces sujets-là, de compréhension et d'arbitrage aussi et d'orientation des discussions stratégiques vers les outils des uns et des autres. Donc oui, il y a un besoin accru d'intégration fluide, notamment au sein des écoles de commerce, par exemple, des processus digitaux. Ça, c'est pas très nouveau parce que ça fait plus de 10 à 15 ans qu'on en parle et ça n'est pas, c'est pas tout à fait une réalité parce qu'on a scindé un peu en deux les profils, soit des gens qui partent vers l'UX et les UX boys and girls sont-ils des gens de marketing? Moi, je pense pas, mais ça n'engage que moi. Je trouve que souvent, ils font tout un métier un peu à côté. La forme, je le prends sur le business. À l'aise avec l'UX, pas tant que ça.
Donc, on cherche toujours ce personnage un peu hybride qui va progressivement arriver, hein, mais il y a un vrai besoin, effectivement, de pouvoir aller dans ce sens. Je valorise aussi, moi, le sujet des communautés qu'on n'a pas mis en place chez nous me semble effectivement très intéressant. Je pense que ça, on doit passer par là. On a mis en place les factories, mais les factories ont été détournées de leur objet initiaux pour tout un tas de sujets, d'ailleurs, surtout financiers, si je peux dire. Donc, voilà, je suis moins satisfaite des factories, alors que le concept est excellent. Mais j'attends beaucoup effectivement d'une approche via des communautés. Très bien. Isabelle, votre point de vue par rapport aux enjeux de digitalisation du secteur finance? Moi, j'ai une culture processus et une culture amélioration continue, puisque j'ai fait notamment un passage de 5 ans dans une société américaine où j'ai été formée au Lean, et je crois beaucoup effectivement au travail collaboratif et au mode agile parce que ça apporte rapidité, efficacité, transversalité et partage. Et je pense qu'on ne peut plus effectivement continuer avec deux mondes le monde financier, le monde DSI, ou même effectivement un monde DSI traditionnel et un monde DSI next-gen. Il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble, qu'on construise les budgets, qu'on construise les projets. Et à mon sens, il faut également, alors peut-être pas parler d'un double diplôme, mais je rejoins Maryse, dans les cursus financiers, en tous les cas, aussi beaucoup plus de modules digitaux, parce que la digitalisation, elle est déjà rentrée il y a de nombreuses années dans la finance par les CSP, parce qu'il fallait, il faut discuter avec les gens qui sont en Inde, Portugal, Bulgarie, ou même des fois en France, mais complètement colocalisés. Donc, il y a des outils qui sont mis en place. Et petit à petit, ça se déporte dans les autres dimensions de la finance. Et ces CSP, ils sont en train de créer vraiment des nouveaux métiers de data analyst, où il faut avoir une connaissance du métier, mais aussi il faut avoir une connaissance des outils. Et ça, c'est très important. Et il faut vraiment donner aux financiers la possibilité d'acquérir cette dimension pour qu'ils puissent s'approprier en fait toutes les démarches et les outils. Et Franck Lemoyle, donc juste pour compléter ces deux points de vue avec intégration de profils techniques dans les métiers, au sein de la DSI, vous pensez incorporer des profils plus business? Alors, oui, ça existe déjà. Parce que non, mais de plus en plus, je pense que c'est incontournable. Ça a été exprimé. Je pense qu'il faut avoir ses capacités de business analyse, il faut avoir ses capacités de business compréhension, et ça passe désormais. Alors, je pense qu'il ne faut plus continuer avec ces logiques qu'on avait avant, qui étaient un peu, vous savez, traditionnelles, maîtrise d'ouvrage, qui étaient plutôt orientées exactement, les deux mots de l'informatique, technique et mise en œuvre. Oui. Mais il faut avoir vraiment une capacité à mixer ces profils, ça c'est clair. Notamment sur des sujets clés. En supply chain, c'est extrêmement important d'avoir des mindsets qui comprennent les opérations, qui comprennent la supply et qui comprennent la tech qui porte la supply. Sur le e-commerce, c'est pareil. Sur la data, c'est pareil. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça va encore demander du temps, mais on commence à voir effectivement émerger une nouvelle génération soit d'ingénieurs qui ont ces doubles compétences, parce que je pense que les écoles d'ingénieurs sont en train d'investir massivement et ont bien compris le virage. Et on voit en même temps aussi les écoles plus traditionnelles de marketing et de commerce qui prennent ce virage, y compris dans leurs relations, dans leurs partenariats avec des écoles de code, etc. Donc je pense que le virage est en train de se prendre. Il faut simplement bien veiller à l'organisation de ces recrutements et de leur mise en cohérence, sachant que pour autant, sur la dimension IT, je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on a besoin aussi néanmoins de garder un corpus fort. Quand je dis un corpus, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir la vision d'une architecture d'entreprise qui va permettre cette agilité, mais dans cette vision d'un corps industriel. Je veux dire, une succession de plateformes et de mini-POC donnerait des résultats assez effarants. Donc, il faut quand même veiller dans les SI à avoir désormais ces métiers qui poussent, qui sont des architectes d'entreprise qui vont dessiner en même temps une approche agile, mais en même temps un socle un futur technologique fiable et qui nous extraira aussi de dettes techniques qui nous pénalisent aussi parfois depuis pas mal d'années dans certains cas. Alors, je voudrais juste rebondir sur ce sujet.
pour aller dans le sens de ce que disait Franck, ce qu'on voit, ce qu'on nous demande aujourd'hui beaucoup, et le besoin est dans la multidisciplinarité. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec des consultants, des business consultants à part, des architectes à part, des UX designers à part. Donc, on nous demande de mettre en place des équipes multidisciplinaires où tout le monde est orienté vers les mêmes objectifs du métier. On parle de studio ou de modèles de ce type-là. Donc, ça, c'est un élément clé qu'on voit s'installer et de façon assez forte, hein, d'ailleurs, dans ce qu'on nous demande de faire, nous, en tant que société de conseil. Et deuxième élément, un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé aujourd'hui, c'est lié à l'écosystème qui nous entoure. On a beaucoup parlé de la DSI et des métiers par rapport à ce une des questions d'ailleurs. Oui. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous entoure bouge beaucoup. Hein, pour pas reprendre le slogan d'une banque, on est dans un monde qui change et qui change vite. Et avec les plateformes, c'est mon point, hein, les plateformes des grands acteurs. Au fait, le challenge, c'est de savoir comment utiliser à bon escient et quand cela est pertinent ces plateformes-là, hein, pour accélérer la transformation digitale. Et tout en s'organisant en soi en interne dans un modèle multidisciplinaire qui permette d'être efficace. Donc il y a ces deux enjeux-là qui sont clés de notre point de vue. L'adaptation à l'écosystème. D'accord. Bah, écoutez, on a pratiquement utilisé tout le temps qui nous était imparti. Je pense que pour conclure, ce qui serait peut-être bien, c'est que puissiez donner chacun d'entre vous un petit conseil pratique pour une meilleure collaboration. Alors, une meilleure collaboration, je crois qu'on est tous d'accord, c'est nécessaire et c'est déjà le cas. Mais un conseil un peu pratique pour finir sur ce que vous verriez comme solution idoine aux évolutions en cours. Voilà, donc on va commencer. Je vais commencer par l'ordre des fenêtres vidéo. Toufi, vous êtes tous en haut. Voilà, je commence par vous. Petite conclusion. Il y a le facteur humain dont on a parlé, voilà. L'accompagnement au changement auquel il faudra vraiment donner une attention particulière pour que toute cette collaboration s'installe dans la durée, au fait. Et c'est un changement de mindset aussi des différentes parties, hein, que ce soit au sein de la DSI, mais aussi direction marketing ou direction financière. Donc, ce facteur humain et de change management auquel il faut… Et c'est ce qu'il faut changer en premier lieu. Franck Lemoyle. Oui, je pense que ce point est assez pertinent. Moi, j'insisterai sur deux choses. Veiller à faire un effort constant, que les grandes composantes métiers de l'entreprise s'assoient de plus en plus régulièrement et se confrontent positivement. Voilà. Donc, je pense que c'est indispensable. Il faut avoir de plus en plus d'imbrication entre le patron omnicanal, le patron e-commerce, le patron financier, le patron des opérations, parce que tout ça, c'est extrêmement lié. Et parfois aussi le patron d'industrie quand on est dans des entreprises qui sont plus industrielles que orientées distribution. Ça me paraît fondamental. Et je mettrai en perspective effectivement cette capacité désormais d'avoir des communautés qui vont réunir les différentes composantes humaines de l'entreprise et les mobiliser sur ces transformations et sur ce changement d'état d'esprit, parce que c'est tous ensemble que ça progresse versus des silos qui sont parfois encore trop forts. Isabelle. Oui, moi je pense qu'en tant que métier financier, il est extrêmement important que le premier réflexe soit de discuter avec son IT. On a une idée en tête, on va la challenger avec son IT avant même d'avoir mûri tout le projet, parce que l'éclairage extérieur, ça c'est un peu ma culture, l'éclairage extérieur peut vraiment permettre de recalibrer parfois les choses et de les mettre tout de suite dans une bonne voie auquel on n'aurait pas forcément pensé, ou d'utiliser parfois, par rapport à un besoin, des fonctionnalités de l'outil qu'on ne connaît pas. D'accord. Et ça, c'est aussi aller regarder déjà ce qui existe, aller se challenger avec les gens qui connaissent bien les outils et nos DSI pour voir si déjà on ne dispose pas de la solution en interne. Et ça je l'ai vu de nombreuses fois. Il faut être son propre DSI en fait. Exactement. Maryse, moi, votre conclusion. Mon mot de conclusion, ça serait que face à un changement qui touche toutes les entreprises et qui, à mon avis, dépasse plus de 80% des collaborateurs de cette même entreprise qui vont pourtant la vivre, il y a un certain nombre d'experts, mais en tant qu'experts, en réalité, s'ils n'embarquent pas les 80%, ils sont inaudibles. Donc, moi, je dirais que face à ça, peut-être faut-il être modeste
faut-il impulser dans l'entreprise vraiment les moyens qui permettraient à chacun de tout simplement s'entraider. C'est-à-dire une logique qui dit personne n'y arrivera seul et en réalité, même ceux qui potentiellement ont raison en tant qu'experts, s'ils n'ont pas avec eux la masse, ils seront inaudibles. Ils ne pourront rien faire. Donc, impulser cette logique de l'entraide, du travail en commun, quel que soit on a cité plusieurs, mais vraiment ne pas hésiter à avoir une large palette de moyens pour impulser cette logique communautaire pour arriver au but fixé qui est complexe pour tout. Très bien. Et Gilles, pour finir, votre mot de la fin. Vous m'entendez? Oui, très bien. Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que la transformation digitale ne pourra se faire que via une collaboration intelligente et forte. Je pense que la DSI, l'informatique, a souvent été vue comme une espèce de boîte noire et pas forcément systématiquement transparente. C'est vrai. Et je pense que cette transparence, elle est indispensable pour faire que cette collaboration pour que cette collaboration fonctionne. Voilà, et bien sûr, Appsio est capable de fournir bon nombre de solutions pour permettre cette transparence. Cette transparence offre en plus à l'IT bon nombre d'éléments qui vont permettre à la DSI de se rebrander, de se donner une autre image finalement au sein de l'entreprise, et ça passera forcément par ça. À vous écouter, je crois que c'est sur la bonne voie. Donc j'espère que effectivement, j'espère que du côté des personnes qui nous écoutent, vous avez pu apprécier à la fois la qualité du débat et puis aussi la richesse de l'étude. Donc pour tous ceux qui demandent d'ailleurs dans le chat si l'étude on peut se procurer l'étude, je pense que Toufik, Gilles, il n'y a aucun problème sur le sujet. Je pense qu'il faut vous contacter, vous contactez peut-être la DTEM pour vous procurer les résultats de l'étude. Et en ce qui me concerne, écoutez, moi j'étais ravi d'animer ce débat. Je pense qu'il était assez riche, assez pratique aussi, avec de bonnes informations, utiles pour l'avenir. Je vous remercie d'y avoir participé et je remercie la DTEM. Donc, on va se séparer, voilà, comme on le fait d'habitude, en cliquant en haut à gauche et en vous souhaitant une excellente journée. Voilà, merci. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir tout le monde.